Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco. On parlera également de design, d'architecture, de lifestyle et d'artisanat. Des sujets autour du beau, du savoir-faire et du bien-être, rien que pour vous. Cette semaine, je pars à la rencontre de la talentueuse Lucie Monin. Artiste doreuse main de fée, elle va nous en faire voir de toutes les couleurs. Ensuite, je pousse les portes de l'hôtel des Grands Boulevards, designé par Dorothée Menningson, et vous plonge dans un décor hors du temps. Pour finir, je vous emmène chez Christelle du blog En cours de création afin de vous faire découvrir son univers green et slow life. C'est parti! Lucie Monin, tu es artiste doreuse. Oui. Alors on va parler de ton activité, mais avant moi j'ai très envie de connaître ton parcours, que tu me parles de toi et surtout de ta rencontre avec l'or. Donc j'ai toujours été émue face donc aux objets anciens, l'histoire des objets et plus précisément le livre qui pour moi représente quelque chose de très très fort puisqu'on a quand même un objet de transmission, on a les stigmates du passé, on a l'histoire entre les mains. Et donc je me suis tournée vers la restauration de livres anciens et puis j'ai étudié au Centre d'art du livre qui faisait autrefois partie des arts déco. Tu tombes amoureuse de l'or, je suis tombée amoureuse. Matière exactement, c'est une matière absolument magique, indomptable. Dès que tu la touches, elle s'envole, tu la respires. Enfin, j'ai repris des études mais en architecture intérieure et design. Ça m'a permis de pouvoir expérimenter aussi, tu vois, cette technique sur d'autres matériaux. D'accord. Ça m'a permis également d'avoir une autre approche, tu vois, de l'art beaucoup plus conceptuelle. Okay. Et finalement, ce qui était très complémentaire avec ce que j'avais appris auparavant, et puis donc avec l'aspect décoratif. Et puis rapidement, j'ai commencé à travailler pour les défilés. Je dessine et je grave mes dessins à la main, en or. Et puis en fonction des projets, eh bien, ça peut être également en argent ou en couleur. Et donc je m'exprime en utilisant un savoir-faire ancestral qui est présent à l'origine sur les livres anciens. Je me le suis totalement réapproprié. Et depuis plus de 10 ans, eh bien, je travaille avec différentes maisons dans l'univers de la mode, de l'architecture ou de la déco. Et alors, c'est vrai que donc, toi, tu as fait de ce métier qu'on connaît plus, enfin qu'on connaît mal en tout cas, tu l'as vraiment dépoussiéré, si je puis dire. J'ai décidé d'avoir voilà, une approche personnelle, très personnelle. Il en faut vraiment pour tous les goûts et c'est ça qui est très intéressant. Tout dépend des projets. C'est une question de rencontre, de hasard. Ton inspiration, tu la trouves où en général ? Alors il y aurait la musique. Ah, ça se voit pas du tout. Il y a environ 4000 vinyles qui m'entourent. Ça peut être du rock, tu vois, 60s, 70s, du blues, du jazz, la musique classique, de la bossa nova. Donc tu mets de la musique à chaque fois dans un processus de création. Dans un processus de création, voilà, pour que je puisse entrer dans une bulle. Donc, quand j'étais petite, j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé une partie de mon enfance en Afrique. Je voyageais beaucoup en Asie, donc pour le travail, mais aussi pour le plaisir. Oui, il y a ces rêves exotiques, voilà, ces influences exotiques, mais qui se sont construits aussi avec la littérature. Je suis en quête d'un équilibre esthétique, un équilibre entre les formes, les vides, les pleins, les associations de matériaux. Tu arrives toujours à creuser quelque chose en toi de personnel pour pouvoir donner de l'authenticité en fait à tes... Voilà, tu as tout à fait compris, exactement. Je suis une grande rêveuse, tu vois. Il y a des projets comme ça qui t'ont surpris par le résultat, comme tu disais, ou qui t'ont plus marqué, qui t'ont ému? Il y en a plusieurs. Alors, il y a une fresque. J'ai été amenée. Viens, on y va. Ah ouais? Oui, on y va. Allez, viens. Donc c'était un challenge aussi qu'il fallait relever parce que je n'avais pas du tout l'habitude de travailler sur un mur. Donc beaucoup d'excitation aussi, mais voilà, une certaine peur. Et en fait, c'était un véritable aboutissement. Il m'a fallu 55 heures de travail, tu vois, c'est pas rien. Il y a une dimension, une démarche artistique dans mon travail, une recherche de sens, de poésie. Voilà, je souhaite apporter de la douceur et de la féminité. Bah écoute, c'est réussi en tout cas. Ah ouais, ça se sent. Du coup, Agathe, qui est la fondatrice de AER Architecture, quand elle a fait appel à toi pour ce projet, est-ce qu'elle avait un brief ?
J'ai eu la chance de rencontrer Agathe. J'ai toujours voulu réaliser une fresque. J'ai juste eu donc une ligne directrice. Il fallait reprendre des éléments de la faune et la flore de Nouvelle-Zélande. Je me suis beaucoup inspirée des peintures murales, tu sais, présentes dans les domus de l'Antiquité. Il y a aussi un endroit que j'apprécie beaucoup, qui est le jardin des plantes. Tu as réfléchi au dessin, tu l'as d'abord crayonné sur une feuille. Exactement, le dessin est crayonné, il est là. Je l'ai reproduit donc là sur le mur au crayon. Cette composition raconte une histoire, donc c'est une promenade bucolique, un jardin d'Éden. Et les détails sont venus par la suite, justement, pour avoir aussi ce côté très spontané. C'est une œuvre d'art sur mesure? Tout à fait, comme un tableau voilà, au mur et sur mesure, on peut s'y approprier, ça nous correspond. Il y a plusieurs types d'or. Là, c'est du 24 carats, par exemple? Là, j'ai préféré travailler avec le 22 carats parce qu'on a une nuance qui est particulière à la lumière. Je souhaite apporter de la vie à toutes mes créations et de créer du mouvement à travers chaque décor, définir des poses, un rythme, créer ce pont entre l'art et l'artisanat et cet équilibre entre le passé et le présent. Et maintenant, je vais te montrer justement comment ça se passe. Pour de vrai, je vais te faire tu vas me faire tester. Voilà, tu vas découvrir ce savoir-faire. C'est magique. Je suis retournée chez toi, du coup. Et bon, on y va. Là, tu as devant toi des fers à dorer. Ce sont des outils en bronze, avec un manche en bois, et c'est uniquement cette partie en bronze que l'on fait chauffer. Ce sont des fleurons qui correspondent à un style d'époque. Et donc tu vas avoir des fleurons 17e, des fleurons 18e siècle. Sur mes créations, j'utilise essentiellement les courbes, tu vois, et ces petits filets droits. Ça me permet voilà, de créer une élaboration graphique comme je l'entends. On va surveiller régulièrement la température. L'éponge doit chanter. Voilà, ça c'est la bonne pression, c'est la bonne note. Très bien. Il y a des filets à chaud que j'ai tracé. Je reviens dans la trace donc avec l'outil en question. On revient pile poil dans la même trace. Le fer reste chaud pendant combien de temps à peu près? C'est assez rapide, pendant quelques secondes. C'est une technique, tu as vu, qui demande beaucoup de temps, donc on peut très bien imaginer tous ces moines relieurs qui exécutaient ces décors. C'était du film or, exactement. Du film or, oui, tout à fait. On est sur du 22 carats. D'accord. Je viens de composer dans cet outil mes initiales. D'accord. Et je vais venir les graver sur mon agenda. La vis doit se trouver sur la droite. Ok. Voilà. Donc là, on va venir gratter. C'est quand même quelque chose de très précis. De très précis, très très minutieux. Alors là, par exemple, tu vois, dans le M, j'ai un manque. On a toujours une petite information avec les pieds de la lettre. Enfin, on se rend compte du travail que c'est, que ça a pu être, et tout ce savoir-faire qu'il faut faire perdurer. C'est ça, exactement. On a un patrimoine merveilleux en France, on a de la chance, et il faut faire perdurer tout ça. Tu vas exercer une pression assez rapide, mais bien homogène. Très bien. Parfait. Le compostage est la bonne. Voilà. C'est ouf. Voilà, voilà, c'est toi qui l'as. Merci infiniment. Écoute, avec grand plaisir. On retrouve le côté artiste doreuse. Voilà. Merci beaucoup. Merci, avec grand plaisir, Jessica. Oui, allô? Oui. Oui, tout à fait. Oui, je faisais... Mais qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Il est quelle heure? Vous êtes... Ok, le temps de me préparer, je vous fais un petit cours d'histoire. Allez, à tout de suite. Les grands boulevards occupent une place unique dans la géographie et l'imaginaire parisien. Démarcation historique entre les quartiers bourgeois du centre et les faubourgs populaires. Alors que les grands boulevards n'étaient encore qu'une promenade verdoyante et que la Révolution française battait son plein, s'achevait la construction de cet immeuble devenu 230 ans plus tard l'hôtel des Grands Boulevards. C'est ici que l'Expérimental Group a décidé d'ouvrir son deuxième hôtel parisien après le succès de son Grand Pigalle, et notre guide du jour n'est autre que Olivier Blon. Bonjour Olivier. Bonjour Jessica. Désolée d'être en retard, non, on se sent vraiment bien ici. Hein. Bon bah tant mieux. Bon, alors déjà merci mille fois de m'accueillir. Alors avant de faire la visite de l'hôtel, j'avais une petite question. Est-ce que tu peux me parler de l'Expérimental Group dont tu fais partie? L'Expérimental Group, c'est un groupe d'hospitality. C'est assez large
puisqu'on a commencé dans le monde du cocktail. Puis après, on a fait des bars à vin et depuis quelques années, maintenant, on fait de l'hôtellerie. Toujours avec un souci de détail sur le design, sur la déco, mais aussi dans l'assiette, avec toujours des chefs hyper talentueux et un service particulier qui est très proche des services qu'on retrouve dans les 5 étoiles, mais tout en étant beaucoup plus décontracté, beaucoup plus cool. Et en plus, je crois savoir que vous êtes 3 potes. Ouais. De base. Ouais, tout à fait. On se connaît depuis très longtemps. Vous vous complétez les uns les autres, en fait, c'est ça? Bien sûr, et on essaie vraiment de faire des projets qui sont sincères. C'est vraiment à chaque fois des projets qui sont une question vraiment de feeling, une opportunité. On se dit, waouh, cet endroit est génial, ça nous correspond. On aimerait trop faire découvrir aux gens cette nouvelle destination. Et boum, on fait le projet. On fait une petite visite guidée? Avec tu plaisir. m'emmènes? Ouais, bien sûr. Bon, bah parfait. Allez hop, le petit café vite fait. La réception, c'était avant la loge de la gardienne. D'accord. Donc on a retransformé ça pour faire un côté plus accueillant. On voit que c'est un immeuble typique parisien, puisqu'ici c'était vraiment le porche où les gens rentraient et ils pouvaient aller dans leur immeuble. Et quand on passe la porte, on a vraiment l'impression d'être dans un côté presque à la campagne. Les gens ont du mal à savoir s'ils sont dans un jardin ou s'ils sont vraiment à l'intérieur de l'hôtel. C'est pour ça que par exemple le sol, c'est de la pierre, qui est de la pierre italienne qui vient de Sienne. Certaines chambres ont des terrasses. Il y a cette partie-là qui s'ouvre pendant l'été et tout ça vraiment dans cet esprit-là de campagne à Paris. On va prendre les escaliers. Les architectes des bâtiments de France nous ont demandé de le conserver. D'accord. Il est vraiment authentique, donc il a probablement 200 ans. Et là, on est au premier étage, on voit vraiment que c'était un ancien bâtiment de la Révolution cette partie-là était probablement plus bourgeoise, puisqu'il y a des hauteurs sous plafond absolument incroyables. Et la partie en face, c'était probablement plus des appartements de service. Donc on a des chambres qui sont un peu plus petites, avec des hauteurs un peu plus basses. Il y a 2 bâtiments sur les grands boulevards qui sont en retrait, parce qu'à l'époque, les grands boulevards étaient une promenade type jardin encore. Oui, c'était ça, Verdoyant. Exactement. Les gens se baladaient en calèche. Donc là, on découvre une première chambre. Oui, une première chambre qui est une très grande chambre, qui est une des plus grandes chambres de l'hôtel. Oui, ça c'est exactement. Ça c'est pour le service. C'est un truc traditionnel de notre inter-designer Dorothée Middleton qui met toujours un door knocker sur les portes. C'est vous qui avez fait le choix de Dorothée? Historiquement, on a beaucoup travaillé avec elle. Elle connaît bien le groupe, elle connaît bien nos envies. Et donc, on voulait, dans cet hôtel, travailler avec elle pour justement ce côté, réadapter un peu les classiques du design français, mais en étant dans un côté, ce dont on a parlé avant, un petit peu plus bohème et puis un peu plus au goût du jour. Je sais qu'elle travaille avec des pigments naturels pour la peinture, donc c'est une peinture qui est lissée, qui donne un côté un peu moins fini. On a des très belles têtes de lit qui sont assez impressionnantes, mais on a des petites tables de nuit en bois usé. Tout à fait, voilà. un peu on est vraiment toujours dans le même esprit. Quand on voit par la fenêtre, là, il y a des petits bacs, on a notre chef qui plante ses aromates. On a une terrasse, ouais. Quoi. Dorothée, elle a parsemé en fait la déco de petits clins d'œil à l'époque du 18e. Elle fait une énorme recherche sur l'histoire, sur le quartier. On a fait pareil à Venise, on a travaillé avec des artisans locaux. Ici, on travaille avec le savoir-faire français et ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Et quand les clients arrivent, ils sentent ça. Ce qui est hyper sympa quand vraiment l'hôtel est en activité, c'est qu'il y a des gens sur le toit, il y a des gens au restaurant, il y a des gens aux fenêtres et donc ça fait un peu petit village. Donc là, on est dans un petit modèle de chambre, une des plus accessibles. Je pense qu'elle doit faire quand même 15 mètres carrés, 15-20 mètres carrés. Donc c'est une belle chambre. Ça va. C'est vrai qu'à Paris, on retrouve des hôtels avec des chambres de 10 mètres carrés, encore plus petites, dans les très vieux bâtiments. Ici, comme c'était une rénovation complète, on a eu la chance de gérer l'espace pour que même les plus petites chambres soient relativement confortables. Pareil, on fait le minimum syndical pour les bureaux parce que les gens ne veulent plus travailler dans leur chambre. Les gens voyagent différemment. Ils viennent dans une ville pour aussi trouver un hôtel où il y a des locaux, où ils vont rencontrer des gens, où ils vont vivre l'expérience d'un Parisien et pas l'expérience d'un touriste. La salle de bain, tout à fait, qui est aussi assez confortable. On retrouve les codes de l'arrondi qu'on a sur les portes. C'est une spécialité de Dorothée Middleton, c'est les arches qu'on retrouve dans le restaurant, qu'on retrouve sur les miroirs. Cette partie est neuve, c'est une extension. Les architectes des bâtiments de France, ils anticipent le futur et donc ils disent dans 300 ans, quand il y aura un autre architecte des bâtiments de France qui étudiera l'immeuble, il verra qu'il y a eu un changement de style et il comprendra que ça a été changé à telle époque et voilà, exactement. Donc en fait, en faisant ça, on marque l'histoire à travers le bâtiment pour toujours en fait. Petit avantage d'avoir construit une partie neuve, c'est qu'on a un toit terrasse qui est accessible pour les clients de l'hôtel, qui permet de prendre du bon air et on est au calme. Cette année, on participe pour devenir Green Key, donc on aura un label écologique.
qui implique énormément de choses, de traiter tous nos déchets, de ne pas faire de gaspillage alimentaire, de supprimer les plastiques, de faire attention à tout. Et c'est vraiment aussi une démarche qui nous tient à cœur. Alors là, voilà, on est dans une jambe sous les toits. La particularité, c'est que c'est charpenté. On a retrouvé des inscriptions qui avaient peut-être 100, 150 ans, des tags de l'époque avec des messages d'amour, un cœur avec 2 prénoms qui avaient été écrits avec du charbon et donc il y a vraiment qu'on a conservé. On sent qu'il y a vraiment le sens du détail. On est dans du luxe et c'est très très agréable, mais on a quelque chose de rassurant et d'apaisant quoi, qui fait du bien. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà. Voici le Shell. Donc, comme tu l'as compris, Shell, c'est le petit hommage à Marie-Antoinette, à la rocaille. Alors, le bar est très joli, il est tout en laiton, il est très intimiste. Pareil, en été, on ouvre un peu les portes. Donc, il y a des gens qui boivent un cocktail ici, qui passent de l'autre côté, qui vont dîner, qui reviennent. Enfin, il y a vraiment une interaction très sympa. Ben, merci beaucoup, Olivier. De rien, je t'en prie. C'était vraiment hyper intéressant. On a l'impression de se sentir protégé, que vous faites attention à nous. Et ça, c'est hyper important et on ne le voit pas forcément quand on rentre dans un hôtel. Je goûterais bien le petit cocktail. D'accord, ça marche, on y va. Sans Ok, alcool, ouais, avec plaisir. Ça tourne au son? Ouais. Le son, ça tourne au sol. Bon, alors, je fais les blagues pourries des autres. Ça tourne au sol, j'aime bien. Créatrice de contenu, photographe. Blogueuse. Ouais, ça c'est quelque chose que tu assumes aussi. Ouais. Créatrice aussi tout court. Tu animes des ateliers de do it yourself. Et donc en cours de création, c'est ton blog. Tu as commencé l'aventure comment? Au début de l'aventure, c'est quand on a acheté la maison qui n'était pas du tout comme ça au départ. Dans son jus, comme on dit, et ben, comme on a fait beaucoup nous-mêmes, à force de faire, et puis moi j'ai voulu aussi retaper des meubles, j'aime chiner, j'aime récupérer, transformer. Donc voilà, tu as commencé le blog pour partager en fait. Voilà, c'est ça. Ce que tu découvrais, comment tu faisais, comment je me suis reformée sur de la patine sur bois et après sur du tissage. Ah ouais, carrément, tu es partie en formation quoi. Exactement. D'accord. Donc patine sur bois, tissage, macramé, déco d'intérieur aussi. Puis parce que je pense que quand t'aimes apprendre, t'aimes partager aussi. Et quand t'aimes partager, t'aimes faire découvrir. Et, enfin, voilà, c'est un petit peu un cercle vertueux. À la fois du do-it-yourself et promouvoir les créateurs, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des travaux, c'est vrai qu'en cours de création, c'est aussi un petit jeu de mots pour dire que quand tu commences à créer, tu t'arrêtes jamais. Et voilà. C'est ça. Donc moi-même, je suis en cours de création. Alors, tu as toujours été dans le green, mais moi qui te connais, c'est quand même de plus en plus. Je pense que tout est lié. Hein. L'upcycling, le meuble, c'était aussi quelque chose de vertueux, de green quelque part. De prendre un objet et de le valoriser par le haut. D'accord, donc lui donner une seconde vie. En fait, on ne jette plus, on surconsomme plus. Je m'intéresse de plus en plus, comme tu disais, à l'essence même du green, c'est-à-dire la plante, et puis ses vertus, et puis ses pouvoirs, et puis un petit côté sorcière green pour aider, pour soigner, pour apaiser, puis juste pour être bien au final. On n'a pas besoin d'être mal pour utiliser les plantes, on peut être bien et puis se dire je vais être encore mieux. On a quand même l'impression qu'en cours de création devient une création à part entière. Oui, ouais. Il y a un deuxième blog qui va sortir dans pas longtemps, qui va s'appeler Création Sauvage. Ah, tu vois, j'y étais presque, création, je sentais le truc, d'accord. Et qui parlera surtout de cuisine, remède et puis création autour du végétal et du monde sauvage. Dans ton travail de quotidien, tu parlais de création de contenu aussi. Donc tu travailles avec des marques qui vont, avec qui tu vas faire des partenariats. C'est un vrai métier à part entière aujourd'hui. Ça prend énormément de temps. Ouais. Ça prend énormément de réflexion, de recherche. Tu fais des photos aussi. Ouais. Donc, j'essaye de respecter mes engagements. Donc travailler avec des marques engagées. D'accord. Des valeurs green ou des créateurs. Il y a des animaux partout. Oh, trop mignon! Salut Odin! Ça a été rajouté ici? T'étais dans le jardin. Ah oui, quand tu me dis depuis 8 ans, on est dans les travaux. On est dans les travaux. C'est que tu rigoles pas, quoi. Non. Et là, tu as créé en fait ton sas de... C'est ça. Ma verrière personnelle. Là. Ah, j'adore. J'ai beaucoup de plantes. C'est pas une collection, mais disons quand tu aimes, tu craques à chaque fois. On parlait de green et il y a quelque chose d'assez bohème aussi dans ta déco. Oui. Ouais, la nature, les matériaux naturels, chinés et puis upcyclés, tu vois, ça c'est
Ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais, des pieds tiptoe avec des caillebotis pour la baignoire. La création, je pense que c'est le mot-clé, quoi. Et puis, quand tu crées, tu as envie de créer encore plus. Et du coup, je t'ai réservé une petite surprise aussi. Ah ouais? Tu vas me faire faire un truc avec mes mains? Ah oui. Et puis avec du végétal. Ah, trop bien, c'est bon, tout est là. Allez. Ok. Alors, vas-y, dis-moi. Alors, il y a un indice. De l'eucalyptus. De l'eucalyptus, des fleurs. On va faire une couronne. On va faire une couronne. Et ouais. Ciseaux. Ça va, je connais. Donc ça, c'est du fil. Ouais. Métallisé à l'intérieur. Ça, c'est du floral tape. De quoi? Floral tape. C'est du scotch pour fleurs. Exactement, voilà. Et puis du petit fil de fer classique. Ça colle pas? Bah oui, c'est fait exprès. Ah d'accord, ok, ça colle. C'est juste pour... Ça colle les végétaux. Je te laisse choisir une tige d'eucalyptus. Celle-là, elle me plaît. Et tu as une tradition suédoise, on a de la famille en Suède. D'accord. Et qui s'appelle c'est Midsummer. Ouais. Et ils font des couronnes pour justement fêter l'été. Hop. Bon, après, il y a les ciseaux Instagrammables. Voilà. Et les ciseaux de la vraie vie. Donc là, on ferme en fait, c'est ça l'idée? Voilà, tu fermes, tu réalises un cercle avec ton brin. Et tu prends ton fil de fer et tu vas simplement tourner autour de la tige avec. Tu viens entourer. Moi, je peux te dire quoi mettre au-dessus de ton canapé si tu veux. Ah, je veux bien. Tu vois? Ouais, voilà. volontiers. Ça, c'est bon pour moi. Et banco. Ok. Bam. Hop. Donc, une fois que tu as ton cercle, on va faire des petits bouquets. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre des fleurs aussi en pot. D'accord. Parce que même si tu coupes les fleurs, tu les replantes après. Et ça continue de vivre. Donc, tu prends un petit bout de tige. Et après, on va venir les mettre dessus. On va faire 6 petits bouquets, par exemple. Je ferai un petit dahlia après. Faut être patient. Toutes les fleurs ne poussent pas à la même vitesse. Tu reprends un petit bout de fil de fer et tu tournes autour et tu fixes bien, tu essayes de serrer quand même. Il faut essayer de bien serrer, sans casser la tige. Oui, c'est ça toute la difficulté, quoi. Regarde, est-ce que c'est pas mal comme ça? C'est magnifique. C'est très joli. C'est une activité que tu peux faire avec les plantes que tu as dans le jardin. Ça finalise en fait une sortie quand tu as été cueillir des petites plantes. Je la verrais bien plutôt comme ça. On entend parler de plus en plus de plantes design. Donc comment aussi intégrer les plantes dans sa déco. D'accord, Alors il faut considérer les plantes comme un être vivant. Hein. Bien sûr, en fait, c'est ce qu'on fait déjà pour l'extérieur avec des paysagistes. Exactement. Sauf que là, c'est à l'intérieur. Donc, tu peux changer aussi ta déco grâce aux plantes. Tu dois avoir la connaissance de la lumière, de l'entretien et tout. C'est vrai que c'est un métier à part entière quand même. Hein. Bon, écoute, nickel. Écoute, j'ai plus qu'à rentrer chez moi pour écrire un petit tuto. Ah bah non. Pourquoi? Faut que tu me donnes mon conseil pour le mur. Ah oui, alors ton mur. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on met au-dessus de ton canapé? Je sais pas. Des plantes. Oh, des plantes suspendues, ce serait hyper joli. Et voilà, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission sur tous les réseaux sociaux et sur mon blog. Vous retrouverez également le nom de nos invités et de nos partenaires. Je vous dis à très vite et surtout, n'hésitez pas à partager.